cœur de l'art, des conversations sincères, toniques et joyeuses, à 2 ou plus, qui stimuleront votre créativité et vous donneront envie de mettre plus d'art dans votre vie. Avec moi, Gwenaëlle Perron. Et moi, Sabina Pinzan. Et nous sommes toutes les deux des artistes basés en Bretagne. Alors Sabina, est-ce que tu veux introduire le sujet dont on va parler aujourd'hui ? Le sujet d'aujourd'hui est devenir artiste après 40 ans. Et plus précisément, nous allons un peu explorer quelles sont les raisons qui peuvent nous pousser dans cette direction. Qu'est-ce qu'on recherche quand on veut devenir artiste ou en tous les cas avoir une pratique artistique. Et ensuite, on va aussi parler de comment cela se passe, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir artiste et comment on vit ce processus. Et dans tout ça aussi, si on arrive, on parlera des mythes et des réalités liées à la vie d'artiste. Voilà. Et en fait, on a choisi ça parce que toutes les deux, on est dans ce cas de figure-là, en fait. Absolument. On est devenus artistes après 40 ans. Et donc, on voit aussi qu'il y a d'autres personnes qui aspirent à faire ça. Et donc, voilà pourquoi on a choisi ce sujet. Alors, la première chose qu'il faut bien préciser, je crois, c'est que si on veut se mettre à créer, à pratiquer la peinture, le dessin après 40 ans, la première chose à savoir, c'est si on veut le faire de manière comme un hobby ou si on veut le faire de manière professionnelle. Oui, tout à fait. Il faut se poser la question parce que ça peut aussi influencer après nos attentes par rapport à notre pratique. Donc, alors, des fois, on peut commencer juste l'art comme un hobby et ensuite décider qu'on a envie de faire un métier. Et donc, ça engendre souvent une reconversion professionnelle. Mais il y a des choses à évaluer dans ce changement. Et c'est vrai que le parcours n'est pas du tout le même. Les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Oui, c'est ça. Ouais. On ne va pas du tout avoir la même approche. Selon que c'est juste un hobby, une distraction, quelque chose qu'on fait vraiment par pur plaisir, sans attente spécifique. Et si on a envie d'être dans une forme de reconversion, ou au moins, je ne sais pas, à mi-temps, ou d'obtenir un salaire complémentaire, ou des choses comme ça, c'est pas du tout la même chose. Sur les raisons qui peuvent pousser à avoir envie de ce genre d'évolution, donc plaçons-nous dans la perspective où on a envie d'en faire un métier, un vrai métier. Donc là, qu'est-ce qui peut amener à choisir ce domaine-là, en fait ? Oui, alors quelque chose qui est cité souvent, en tous les cas dans mon entourage et les quelques artistes que je connais, c'est la quête de sens. Oui. C'est trouver un peu un sens à ce que l'on fait. Et c'est vrai que selon des récents sondages qui ont été faits, il s'avère qu'à peu près 25% des salariés en France ont l'intention de changer de travail parce qu'ils ne trouvent plus de sens dans ce qu'ils font. Donc ça, c'est une des raisons souvent qui mènent dans ce domaine-là. Mais il faut aussi se dire que en France, c'est pas une majorité des gens qui sont dans cette situation-là. Ouais, d'accord. Et notamment en France, le nombre d'artistes inscrits se limite à peu près à 215 000 auteurs et artistes. Donc c'est pas énorme non plus par rapport à la population en France. Voilà, on ne représente pas une majorité de la population, on est vraiment une petite minorité, on va dire. Moi, ce que j'entends souvent dans les personnes avec qui je suis en contact, c'est cette idée de vocation contrariée, en fait. Le nombre de personnes qui disent « Ah, j'avais envie de devenir artiste quand j'étais jeune et j'ai pas pu, et mes parents n'ont pas voulu, et les circonstances ont fait que j'ai dû travailler autrement. » Enfin, voilà. Il y a quand même... bon, évidemment, on va rester dans des chiffres raisonnables, mais il y a quand même aussi beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là où il y a quelque chose qui n'a pas été réalisé. Il y a une aspiration et ça peut pousser aussi à avoir envie d'essayer tout simplement de se lancer. Oui, tout à fait. Et puis il y a plein d'événements dans la vie aussi qui peuvent nous pousser tout d'un coup dans la direction de l'art. On peut penser notamment à la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, quelle qu'elle soit. Chacun la vit une rupture en fait, une rupture dans sa vie qui peut des fois être déclenchée par un burn-out ou un souci de santé, des gros problèmes vécus au travail, un divorce, voilà. Il se peut aussi que des fois les enfants soient partis de la maison et donc on se retrouve
voilà. Un peu désœuvré, il y a tout d'un coup un vide. Voilà. Il y a de la place qui se crée aussi dans la maison. Et ça, du temps. Du temps, oui, c'est ça. Et il y a des femmes qui en profitent pour récupérer la chambre d'un enfant, se faire un petit atelier, et puis commencer à peindre et à dessiner aussi. Parce que c'est vrai que c'est important d'avoir un endroit où on peut le faire. Oui, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui commencent sur la table du salon, mais bon, la table du salon, elle n'est pas... Non, c'est pas toujours adapté. Elle sert adapté. à tout le monde, c'est pas toujours adapté. Non. Et donc, c'est vrai que le départ des enfants permet ça aussi. Ouais. Oui, puis souvent aussi, ça peut arriver que les personnes partent à la retraite très jeunes. C'est un sujet d'actualité. Mais c'est vrai que pour les personnes qui ont cette chance de partir tôt à la retraite, ils se sentent encore... comme faisant partie de la société, ils ont encore envie de contribuer, ils ont envie de trouver une occupation et ils se lancent dans l'art parce que c'est là où ils sentent qu'ils peuvent s'épanouir. Oui, je pense que par contre, peut-être avoir une sorte de condition si on veut se lancer, c'est qu'il faut sentir cette aspiration, quoi. C'est-à-dire que si on n'a jamais dessiné, jamais peint de toute sa vie et que tout d'un coup on se dit j'ai envie d'être artiste, c'est peut-être un peu difficile, un peu étrange, quoi, en fait. Oui. Je pense que les gens qui ont envie de ça, c'est qu'ils sentent ça en eux depuis longtemps, ou alors ils se sont toujours un peu intéressés, ils ont toujours continué à peindre ou à dessiner, mais avec des interruptions. Donc je pense que ça, c'est quand même quelque chose à vérifier aussi. Est-ce qu'on l'a déjà fait un peu, au moins, pour savoir si ça nous plaît ou pas, quoi. Oui, souvent, ça peut être aussi un déclic, une rencontre, ou comme toi, tu avais parlé de... Voilà, tu avais découvert un peintre qui t'a beaucoup touché et qui a réveillé quelque chose en toi qui existait déjà. Mais c'est vrai que je pense qu'on ne devient pas artiste parce qu'on le décide. Je pense qu'on est probablement artiste. On se sent artiste, on a envie de créer. En fait, c'est cette envie de création, d'inventer quelque chose. Et on peut le faire à travers plein d'autres métiers. L'art en est un. Et c'est vrai que c'est plus tard dans la vie où on peut se poser la question, se dire, bon, je ne l'ai pas fait avant, mais maintenant j'ai envie d'essayer. Parce que c'est vrai que globalement, on est un peu découragé quand même quand on est jeune de devenir artiste. Tous les parents ont un peu cette vision de l'artiste traîne savate qui vit de quignons de pain et d'eau pas pure. Et non, mais c'est vrai, on reste là-dessus, quoi. Reste là-dessus, mais il y a une part de vérité. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui font des études d'art et puis qui s'en sortent pas et qui décident de faire autre chose. Donc c'est vrai. Mais je crois que c'est un peu vrai aussi dans tous les métiers. C'est-à-dire on peut faire des études de comptable et s'apercevoir qu'on n'a pas du tout envie d'être comptable, quoi. Enfin, oui, c'est vrai. Oui, la seule différence, c'est que peut-être comptable, on peut toujours trouver du boulot et je pense qu'on peut probablement gagner sa vie. Voilà, on peut subvenir à ses besoins. Alors qu'en tant qu'artiste, même si on y met beaucoup de volonté, beaucoup de travail, on ne va pas forcément avoir les revenus nécessaires pour être indépendant financièrement. Donc ça, c'est la grande difficulté aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui c'est aussi. C'est un des sujets qu'on va aborder. Bah oui. Est-ce qu'on a fait le tour ? Ah oui, non, il y avait aussi cette idée de retrouver quelque chose qui soit un peu manuel, c'est-à-dire que la création, c'est à la fois les mains et la tête qui sont impliquées, et en ça peut être très satisfaisant aussi, ce côté matière qu'on malaxe, qu'on utilise. Je pense qu'il y a une aspiration aussi de certaines personnes à retrouver ça, à mettre les mains à la pâte, et ça, c'est important aussi. Oui, et puis après, le déménagement aussi. Parfois, on est obligé de déménager, quitter le pays ou à déménager dans une autre région parce que notre conjoint a trouvé un autre boulot. Donc, on se retrouve dans une nouvelle région où on ne connaît personne. On se pose la question, est-ce qu'on a envie de continuer ce qu'on faisait avant ou est-ce qu'on a envie de tenter autre chose ? C'est peut-être l'opportunité pour le faire. Et donc, c'est vrai que un déménagement, ça peut être aussi un déclencheur pour s'orienter dans cette voie. Oui, l'avantage de la pratique artistique, c'est qu'on peut le faire n'importe où, en fin de compte. Voilà. Donc c'est juste avoir un peu de place chez nous. C'est ça. Pour être artiste, il faut d'abord que ça soit une vocation avant que ça soit une profession. Donc, on peut parler de reconversion professionnelle, mais pour moi, l'art, ça reste une vocation. Oui, c'est à part. C'est à part, et il faut avoir cette passion pour l'art qui va nous permettre d'aller de l'avant et justement surmonter aussi les difficultés liées
à ce parcours, parce que c'est pas évident, c'est pas facile. Donc il faut vraiment que ça soit une vocation et que cette passion nous porte. C'est pas quelque chose qui va de soi, c'est un métier qui peut être relativement solitaire, qui va être exigeant aussi, parce que ça va nécessiter qu'on dépasse un peu ses limites, qu'on aille un peu au-delà. Et donc, on a vraiment besoin d'avoir cette motivation à la base et cette vocation qui va être comme un feu qui nous soutient un peu tout du long, quoi, avec des hauts, avec des bas, bien évidemment. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un élément, je crois, vraiment très important. Ouais, et c'est pour ça que quand on se lance, que ce soit pour un hobby, mais surtout si c'est pour vraiment devenir artiste professionnellement, on va dire, il faut savoir bien se poser les bonnes questions. Il faut bien creuser dans soi et réfléchir à qu'est-ce qui nous anime. Cette passion, qu'est-ce que c'est cette passion, et il faut, lorsqu'on pratique, on est dans la pratique, c'est de se dire pourquoi je suis en train de faire ça, pourquoi je suis en train de dessiner, pourquoi je suis en train de peindre, pourquoi je suis en train de créer. En le faisant, il faut se dire mais je suis en train de le faire, est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour plaire à ma famille, mes amis, mon entourage? Qu'est-ce que je suis à quel besoin je suis en train de répondre? C'est ça. Je pense que ça, c'est des questions essentielles lorsqu'on démarre ce parcours. Oui, c'est ça. Et parce que quand on commence, justement, on ne sait pas trop où on va. Enfin, on peut le savoir, mais pas forcément. On n'a pas forcément une vision claire de ce qu'on a envie de faire. Et c'est vrai qu'on est quand même éduqué, que ce soit dans les familles ou à l'école, dans une espèce d'idée d'être accepté, de plaire en fin de compte d'une certaine manière. Et donc c'est vraiment un risque, ça, quand on commence à peindre, de faire des choses dans lesquelles on cherche à plaire et à satisfaire le regard des autres plutôt que sa propre quête, en fait. Donc c'est vraiment une chose dont il faut être conscient au départ. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas chercher à faire des choses belles et qui vont plaire, mais il faut savoir pourquoi on le fait, quoi, et être conscient de ça. Oui, et les raisons elles peuvent être très variées. Ouais. Je lisais le newsletter d'une artiste récemment qui disait quand les choses vont vraiment très mal dans ma vie, c'est là où je trouve un refuge pour moi, ma bulle dans laquelle j'arrive à juste faire une pause sur ce qui est en train de m'arriver, et ça me permet de digérer, et puis après pour mieux affronter la vie ensuite en sortant de l'atelier. Pour certaines personnes, c'est pas possible ça. Quand ils sont confrontés à des difficultés dans leur vie, ils vont pas forcément réussir à créer, ils vont ressentir un blocage. Donc c'est vrai que chaque personne est différente, et ni toi ni moi on peut donner la réponse, on peut pas dire pourquoi il faut le faire, mais il faut vraiment explorer à l'intérieur de soi quelles sont les raisons. Ça peut être aussi une manière de prendre soin de soi, de pratiquer l'art. Et en tous les cas, c'est une manière de s'autoriser un temps pour soi aussi. Dans la pratique de l'art, il faut trouver le courage aussi de se donner le temps et l'espace pour créer. Et il ne faut pas laisser l'entourage rentrer dans cet espace et ce temps qui est nécessaire. Je pense que la vocation artistique, le besoin de s'exprimer par la création, ça répond à un besoin d'authenticité que tous les humains ont, en fait, et que tous les enfants très jeunes ont. Et ce besoin d'authenticité, il vient en conflit avec le besoin de sécurité. Et donc, en fait, quand on est dans une famille où on ne peut pas être soi-même, où l'enfant va choisir le besoin de sécurité avant le besoin d'authenticité. Et donc, va peut-être prendre l'habitude de complaire et d'agir comme on attend qu'il le fasse pour plaire à ses parents et justement s'assurer cet amour minimum dont tous les enfants ont besoin, en fait. Et je pense que quand on arrive à un âge un peu plus avancé, ce besoin d'authenticité rejaillit. Et on ne sait pas toujours
comment en prendre soin, en fait, comment faire. Mais il y a vraiment cette volonté derrière. Et donc, c'est tout ça qu'il faut apprendre quand on devient artiste, c'est-à-dire à devenir de plus en plus authentique, être de moins en moins dans la complaisance et dans l'envie de faire plaisir aux autres, pour aller chercher en soi qui on est vraiment et pouvoir le faire passer par les mots, par la toile, par la photo, par toutes les formes de création auxquelles on peut avoir recours. Et je pense que ça, il faut vraiment être conscient de ça et qu'il va y avoir un travail à faire d'exploration de soi. Après 40 ans, notre démarche vis-à-vis de notre activité professionnelle, on va dire aussi, n'est plus la même que quand on a 20 ans ou 30 ans. C'est-à-dire qu'à 40 ans, normalement, quand on a suivi un parcours, on va dire, linéaire et classique, on arrive un peu au summum de notre carrière dans la quarantaine. Si dans la quarantaine, on décide de devenir artiste et qu'on ne l'était pas avant, on redémarre, mais on redémarre plus tard dans la vie. Et les motivations ne vont pas être les mêmes. Le regard va pas être forcément dans la réussite. On ne va pas forcément être dans une démarche de réussite et de montrer au monde qu'est-ce qu'on est capable de faire. Mais comme tu le disais justement, c'est plus une quête à l'intérieur de soi-même. C'est de se dire, OK, aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que je veux exprimer ? Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui ? Et ça, ce n'est pas forcément des questions qu'on se pose quand on est plus jeune, parce qu'on est plus dans la démonstration de ce qu'on est capable de faire. On est dans une forme de conformité sociale, en fait. Et en fait, ce qui se passe aussi après 40 ans, c'est que tout d'un coup, on se rappelle qu'on est mortel. Oui. Et que on est à la moitié de sa vie, quasiment. Ouais. Et donc, on se dit, si je ne le fais pas maintenant, quand est-ce que je le ferai, quoi. Ouais. Il y a aussi cette composante-là. Et je pense que ça peut aussi amener beaucoup de gens à sauter le pas, en fait. Voilà, c'est ça. Pratiquer l'art, c'est aussi une forme c'est une manière de retrouver de la liberté, de se donner de la liberté. C'est quand même pas la même vie que quand on est dans une entreprise salariée où on a un chef, un surchef. Un N+1, un N+2. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que ça permet toute la liberté. C'est vrai que dans l'expression artistique, il y a pas de contrainte. On peut moduler, c'est-à-dire que ce qu'on met sur la toile ou ce qu'on dessine, on peut le faire comme on veut. Il n'y a pas de manière juste de peindre, il n'y a pas de manière juste de dessiner. Alors Gwenaëlle, dans le premier épisode, tu avais parlé un peu de ton parcours, mais qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ce parcours de devenir artiste après 40 ans ? Comment ça s'est passé pour toi ? Comment tu l'as vécu ? En fait, j'ai beaucoup appris tout au long de ces années, parce que moi, je me suis lancée un peu bille en tête, en fait, sans avoir réfléchi à tout ça. Et donc, ça s'est fait en cours de route, avec plus ou moins de difficultés. Par exemple, je pense que j'ai commencé peut-être à exposer à un moment où j'étais pas tout à fait prête. C'était peut-être un peu tôt, j'étais peut-être pas assez sûre de moi. Bon, est-ce que je l'aurais été davantage après ? J'en sais rien. Le contexte a pas mal évolué aussi durant toutes ces années, parce que moi j'ai commencé en 2014-2015, donc ça fait quasiment 10 ans. Au niveau des réseaux sociaux, au niveau de plein de choses, ça a vraiment complètement changé aussi. Donc moi, si je devais donner des conseils à quelqu'un, ce serait vraiment de dire, de bien réfléchir à tout ça, de bien faire le point sur ce qu'on attend, parce que moi, je l'ai pas fait assez. Et du coup, on tâtonne beaucoup, j'ai tâtonné beaucoup, j'ai fait des erreurs, je me suis lancée dans certaines choses et puis ça donnait rien. Voilà, donc ça a été un manque de conscience, un manque de préparation pour moi. Et c'est vrai que j'aurais sans doute gagné du temps si j'avais réfléchi davantage. Mais je crois que le désir de créer était tellement fort en moi que je voyais que ça, quoi, en fin de compte. Je voyais pas tout le reste. Et puis je crois qu'on peut pas le voir vraiment non plus parce que on le découvre en cours de route, quoi. Et moi, c'est une qualité, c'est un défaut, c'est que je suis passionnée par plein de choses. Il y a plein de choses qui m'intéressent, donc j'ai tendance à m'éparpiller, à avoir envie d'essayer plein de choses. Donc ça contribue pas non plus à aller droit au but. Ouais, mais tes objectifs ont donc évolué depuis que tu as commencé, c'est ça un peu
Oui, mes objectifs ont évolué, je me suis formée aussi, hein, j'ai suivi des formations qui m'ont aussi permis d'aborder les choses autrement. Donc tout ça, ça compte, l'expérience se fait au fur et à mesure. J'avais pas avant une expérience de travail en entreprise très longue, donc il n'y a pas quelque chose que j'ai pu retirer de ça pour l'utiliser après dans ma peinture, mais par contre, ma formation en communication, toutes mes qualités rédactionnelles et de communication, ça c'est sûr que ça m'a aidé pour écrire sur mon blog, pour faire des vidéos, pour faire des choses comme ça. Je pense que là-dessus, j'ai une certaine facilité, donc c'est bien pratique, parce que quand on veut partager, quand on veut parler de son travail, évidemment, ça aide. Mais voilà, ça a été un début un peu en dérapage pas tout à fait contrôlé, quoi. Ouais, d'accord. Et tu penses ton parcours a été... est-ce que tu as réfléchi, qu'est-ce que ton parcours a été si tu avais commencé avant, si tu étais devenue artiste à 20 ans au lieu de après les 40 disons que si j'étais ans. devenue artiste à 20 ans, j'aurais sans doute été beaucoup plus formatée d'une certaine manière, parce que je serais passée par l'école des beaux-arts. J'aurais eu plus de réseaux, ça c'est sûr, j'aurais connu plus d'artistes, et ça c'est une des difficultés quand on commence tard, c'est de se créer un réseau. Mais j'aurais peut-être eu une approche aussi qui aurait été un peu formatée par l'école, quoi, hein, de la même manière que quand on sort de n'importe quelle école, on a une certaine approche aussi. Voilà, après c'est difficile de faire de la fiction sur sa propre vie, quoi. Et il y a des avantages, il y a des inconvénients, et effectivement quand on commence plus tard, on se connaît mieux. Donc peut-être qu'on gagne du temps par rapport à ça. Mais c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment un double travail en fait. C'est un travail d'apprentissage des techniques, d'apprentissage de la peinture, de pratique. Et c'est vraiment un travail sur soi, constant. Parce qu'on est sans cesse renvoyé à ses limites, on est renvoyé à ses croyances, on est renvoyé aux doutes qu'on a sur soi, à sa confiance en soi, c'est systématique. Et donc ça oblige vraiment à travailler sur ces deux éléments en même temps. Et moi, c'est ce que je trouve passionnant. Alors je sais que pour certains, c'est difficile. Mais moi, je pense que les deux éléments se sont nourris l'un l'autre, et les progrès que je faisais dans l'art servait dans ma vie et vice-versa en fait. Et ça, c'est vraiment un aspect que je trouve passionnant et qui fait partie de ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui en fait. Et pour toi, comment ça s'est passé ? Alors, j'en avais déjà parlé aussi lors de notre premier épisode, mais pour parler de ce qui s'est passé plus récemment, c'est vrai que quand j'ai commencé donc à peindre de manière, on va dire, avoir une pratique régulière, presque quotidienne, je ne l'ai pas fait dans le but d'exposer mon travail. C'était pas mon but, c'était vraiment pour me faire plaisir, trouver de la joie dans ce que je faisais, développer ma créativité, faire des beaux tableaux que je pouvais mettre chez moi ou offrir autour de moi. Voilà, ça n'allait pas plus, mes considérations n'allaient pas plus loin. Et ensuite, j'ai fait la connaissance d'autres artistes, par hasard, qui font partie d'un collectif et qui m'ont proposé de rejoindre leur collectif. Oui, tu en avais parlé un petit peu. Voilà. Et puis ils m'ont dit, mais par contre, si tu veux rejoindre le collectif, il va falloir avoir un numéro de SIRET, il faut s'inscrire, voilà. Et moi, je n'avais pas de numéro de SIRET, parce que de toute façon, je n'avais aucune intention de vendre. Et c'est vrai que j'ai pris quelques mois de réflexion avant de donner ma réponse, parce que disons que c'est une opportunité qui s'est présentée, mais je ne savais pas si c'était quelque chose de bien ou pas pour moi. Parce que ça allait forcément changer un peu mes objectifs, mes attentes. Je voulais pas que ça change mon vécu dans l'atelier. Et finalement, j'ai dit, bon, je vais le faire. D'ailleurs, je t'en avais parlé. Je vais le faire. Je vais tester. Je vais voir qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Et si ça me convient pas, j'arrêterai. Et je continuerai. Je reprendrai à peindre comme je le faisais avant. Bon, ça n'a pas changé ma manière de peindre, évidemment. Non. Mais c'est vrai que depuis l'automne dernier, donc je fais des expositions. Je participe à des expositions collectives ou personnelles.
Je suis inscrite en tant qu'artiste-auteur. Ça, J'ai un numéro de SIRET. Donc, avec toute la paperasserie administrative qui va avec, bon, c'est pas insurmontable non plus. Non, c'est pas très mais compliqué. ça n'apporte pas de joie dans ma vie non plus. Non, c'est vraiment une formalité, quoi. Mais c'est pas très compliqué à faire. Non, c'est pas compliqué. Et du coup, c'est vrai que exposer, au départ, j'étais très nerveuse. C'est vrai que c'est pas facile les premières fois. C'est pas facile. Et c'est vrai que malheureusement, les premières expos, j'ai pas pu avoir de retour direct des personnes parce que c'était dans des lieux un peu atypiques. Et ensuite, par contre, j'ai eu quelques retours. Donc, les personnes venaient me voir et pour me dire j'aime bien votre travail, j'aime bien ce que vous faites. Et c'est vrai que quand on commence à avoir des retours de personnes qu'on ne connaît pas, c'est important. C'est très important. Ouais. Et je me suis rendu compte que ça donne une motivation supplémentaire. C'est-à-dire qu'on sent que notre travail peut toucher au-delà de ce qu'on pensait. Ton travail est vu, ton travail est reconnu d'une certaine manière. Et apprécié. Donc, c'est vrai que voilà. Donc, aujourd'hui, je vais continuer à exposer cette année. Je prends beaucoup de plaisir à le faire, surtout quand c'est en collectif avec d'autres artistes. Je pense que aussi j'ai pris conscience que c'est vraiment important de côtoyer d'autres artistes. C'est évidemment quand on est dans un atelier, on est tout seul. Voilà, c'est un travail de solitaire, mais c'est vraiment essentiel d'échanger avec d'autres artistes, de comprendre eux comment ils travaillent, comment ils font, comment ils le vivent. Et c'est vrai que si on peut faire des activités ensemble aussi, je trouve que ça dynamise énormément. Donc je suis vraiment contente de faire partie de ce collectif et puis de connaître aussi d'autres artistes avec qui je peux échanger. À chaque opportunité que j'ai, je vais vers des artistes et puis voilà, j'essaye de découvrir ça fait leur partie monde. de la démarche globale aussi. Ouais. Et c'est vrai que du coup, c'est vrai que quand on expose aussi, il faut avoir un certain nombre de peintures à disposition. Donc, j'ai un peu accéléré la cadence au niveau de la production. C'est-à-dire que je peins un peu plus qu'avant. Mais le résultat de tout ça est qu'en fait, j'ai une pratique qui est encore plus régulière qu'avant. Et plus j'en fais, plus j'ai envie de faire. C'est assez étonnant. Et je me rends compte que il y a une évolution aussi dans mon travail. Et ça se fait un peu par palier, c'est-à-dire que par moment, on a l'impression qu'on stagne un peu, on se dit, je ne sais pas si ça est en train d'évoluer dans la bonne direction, puis tout d'un coup, paf, il y a quelque chose qui apparaît de nouveau sur les toiles, et on se dit, oui, en fait, là, je viens de découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose qui me plaît. Donc voilà, mon parcours, c'est celui-là pour l'instant. Je vais rester sur ce parcours et voir comment ça évolue, mais je prends beaucoup de plaisir avec ça. Alors, il faut savoir qu'en France, il y a un statut de l'artiste. Alors on va pas rentrer dans toutes les subtilités du statut parce que c'est assez complexe quand même. Alors autant les démarches pour s'inscrire c'est pas très compliqué, mais comprendre comment fonctionne le statut c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a tout un tas de restrictions en fait. Donc là il faut bien s'informer aussi, je crois. On peut s'informer auprès de la Maison des artistes. Ils ont quand même revu un peu leur site et les informations qu'ils mettent à disposition des artistes pour clarifier un peu, que ce soit dans la déclaration, dans les choses qui rentrent dans le cadre du statut de l'artiste, au niveau des ventes d'œuvres, au niveau des activités accessoires. Ils ont revu aussi la manière de présenter les charges et les prélèvements divers et variés, n'est-ce pas ? Et donc voilà, il faut vraiment s'informer là-dessus parce que c'est quand même, il y a vraiment des subtilités et donc il faut aller voir avant de se lancer. Donc Gwenaëlle, devenir artiste apporte sa dose de joie et aussi de challenge dans la vie. Mais pour toi, quelles sont les sources de joie que l'art a pu t'apporter ? La première chose, c'est la grande liberté qu'on a. Aussi bien dans les sujets qu'on a envie d'aborder, les techniques qu'on a envie d'utiliser, la manière dont on a envie d'organiser son temps.
la manière dont on a envie de communiquer sur son travail, la manière dont on a envie de l'exposer. On a vraiment toute l'attitude à ce niveau-là. Et donc, c'est un aspect qui est quand même grisant et qui peut être quelquefois inquiétant aussi, parce que quand on a beaucoup de liberté, quelquefois on est un peu perdu. Et puis, il faut savoir que la liberté, ça a aussi un prix. Donc, ça, il faut aussi le prendre en compte. Donc, pour moi, la première caractéristique de ce métier, de la situation de l'artiste, c'est vraiment la grande liberté qu'il a, et chose que beaucoup de salariés nous envient, en fin de compte. Ils nous disent, tu as de la chance de pouvoir faire ci, tu as de la chance de pouvoir faire ça. Bon, la chance a un prix, comme on vient de le dire. Et toi, c'est la joie, je pense, qui te... Oui, moi, je pense que c'est la joie de vivre. C'est vrai que ça rejoint un peu la liberté, parce qu'avec cette liberté, on se rend compte qu'on peut être comme retourner un peu en enfance, comme dans le bac à sable, et puis on fait ce qu'on veut, quoi. On peut construire un château, on peut le démolir, on peut le reconstruire, on peut rajouter des éléments, on peut enlever des éléments. Et donc tout ça, ça reste... Il y a du jeu, il y a cette partie de jeu qui apporte énormément de joie. Donc on se reconnecte avec... la partie la plus joyeuse de son âme. Et pour moi, réussir à piocher dans ça est essentiel aussi dans la pratique. L'image de l'artiste torturé, qui exprime des choses difficiles, qui va chercher les ombres, les zones d'ombre pour exprimer quelque chose. Alors, oui, mais j'y crois pas trop, en fait. Je pense que pour que la pratique soit durable, pour qu'on puisse vraiment prendre son pied, c'est vraiment important de retrouver cette joie de vivre en peignant. Moi, ce que j'aime aussi, c'est la curiosité. C'est-à-dire que c'est vraiment une démarche qui est portée par la curiosité. Aussi bien dans la pratique, on se dit, tiens, si j'utilisais telle technique, ou bien tiens, si je faisais telle chose sur la toile, qu'est-ce qui se passerait ? Par exemple, je mets de l'acrylique, et comme je l'ai fait récemment, je l'ai très dilué avec de l'eau. Donc, quels effets j'obtiens ? Voilà, ça, il y a ce côté laboratoire, exploration qui me plaît beaucoup. Et la curiosité, c'est aussi par rapport à ce que font les autres, parce qu'on apprend toujours en regardant ce que font les autres, et aussi à travers les formations qu'on peut suivre, parce qu'on apprend de nouvelles techniques, on apprend de nouvelles approches, et donc ça, c'est très satisfaisant en termes de curiosité. Et je pense que les artistes sont des gens très curieux, aussi bien du monde qui les entoure que d'eux-mêmes, que de toutes les techniques qu'ils pourraient essayer. Et c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'on n'en a jamais assez, en fait. Ouais, c'est vrai. Et puis c'est vrai qu'avec l'art, pour ajouter un autre élément, je pense que on crée quelque chose qui a priori va être partagé à un moment donné. Donc on va piocher justement ce qui est à l'intérieur de nous, qu'on aime et qu'on veut exprimer, et ensuite on le partage. Et je pense que ça, c'est quand même extraordinaire. Et après, c'est toujours intéressant aussi de voir comment les gens y reçoivent notre travail, comment ils l'interprètent, surtout quand on est dans l'abstrait. Oui, c'est toujours surprenant. C'est très surprenant, mais des fois même dans le figuratif, ou pour quelqu'un comme moi qui est entre l'abstrait et le figuratif, les gens me disent des fois, mais ça c'est quoi en fait ? Et ma réponse est toujours, ce que vous avez envie d'y voir. Moi je sais ce que c'est pour moi, mais c'est ça aussi intéressant dans le partage, c'est de porter son regard sur quelque chose et de se rendre compte que le regard des autres n'est pas le même, et puis après entamer un dialogue là-dessus. Donc ça permet aussi de comprendre que on n'a pas tous la même perception, la même manière de voir les choses, et je trouve ça c'est très beau. Oui, c'est ça, le partage, je crois que c'est vraiment un élément très important du travail, que ce soit partage à travers les toiles qu'on va exposer, mais aussi partage des techniques qu'on maîtrise et qu'on peut expliquer à d'autres gens, et donner envie, quoi. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important. Et puis, dans les éléments positifs, il y a cet état de flow qu'on peut atteindre quand on est vraiment concentré, quand on est vraiment dans sa toile, et ça, c'est quelque chose qui fait vraiment du bien aussi. Et je pense que c'est ça qu'on cherche aussi quand on se lance dans la création, c'est à se retrouver dans cet état où on maîtrise, mais il y a un peu de challenge, où on est vraiment concentré, et quand on termine une bonne séance de peinture et qu'on est content du résultat, c'est
immensément satisfaisant, quoi. Oui, c'est vrai. Donc ça, je pense que c'est un peu, je vais pas dire que c'est une drogue, mais c'est quelque chose dont on est vraiment friand, quoi. On a envie de cultiver ça. Oui. Ça arrive pas toujours, hein. Non, c'est vrai. Ça arrive pas toujours, mais je pense que ça fait partie des choses qu'on recherche. Et puis cette idée aussi de bon, alors, je ne vais pas rentrer dans les considérations sur le beau, mais on a quand même cette envie de mettre de la beauté ou de mettre de l'harmonie dans le monde, de contribuer à faire quelque chose de positif. On est quand même dans un monde, il y a tellement de négatifs, il y a tellement de violence, de mépris, d'agressivité, de pollution, de choses qui nous pèsent en fin de compte. Et c'est vrai que le fait d'être artiste et de contribuer à créer quelque chose de positif, ça, il ne faut pas le perdre de vue non plus parce que c'est extrêmement important. Moi, je pense que ça contrebalance justement toute cette négativité dans laquelle on baigne en permanence si on ne fait pas attention. Oui. Et donc, ça, c'est aussi un élément important. Oui, et pour ajouter en plus, je dirais que la pratique de l'art vient renforcer des bonnes valeurs. On retrouve confiance en soi. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que l'art et la vie se renforcent mutuellement, et forcément l'art te met face à tes limites, face à tes doutes, face à ton manque de confiance, face au fait de supporter la critique aussi. Ça, c'est quelque chose qui va peut-être servir de transition entre les aspects positifs et négatifs. C'est qu'il faut aussi être prêt à entendre ce que les gens vont dire sur ton travail, et ça se travaille aussi personnellement. C'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre qui on est et le travail qu'on fait, et être ouvert au fait que ça ne va pas plaire à tout le monde, qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer, qui ne vont pas adhérer. Donc ça peut être un point positif et un point négatif, parce qu'on peut apprendre à accepter la critique, ou on peut avoir du mal à l'accepter. Ça peut être une remise en cause à chaque fois, et donc là-dessus, c'est ce travail sur soi qu'il faut effectuer, quoi. Et donc c'est vrai qu'en parlant justement donc des points positifs et moins positifs sur la pratique de l'art, il y a aussi cette notion de réussite. C'est important, et ça c'est très important, parce que c'est un peu ce qui va nous permettre de prendre la température à tout moment. Il faut définir pour soi-même qu'est-ce que c'est la réussite. C'est ça. Est-ce que pour moi la réussite, ça va être d'exposer dans un musée ou dans 10 galeries? Est-ce que ça va être de vendre tant de peintures, ou gagner tant par mois? Oui, parce qu'on est dans une société qui est définie par ce concept de réussite, en fait. C'est devenu hyper important. Et donc, si on est forcément influencé par ce que font les autres, par des artistes qui réussissent peut-être mieux que nous, qui sont plus en avance, en tout cas, qui ont plus d'expérience, et donc on va tôt ou tard être confronté à cette idée de succès, quoi. Et c'est vraiment important de la définir pour soi. Oui, et je pense que la réussite, ça peut tout simplement être... je pratique l'art quand j'en ai besoin, et ça me fait du bien à chaque fois, et ça c'est une forme de réussite. Voilà, ça peut être quelque chose de très très simple, comme ça peut être quelque chose de beaucoup plus ambitieux, mais je pense que voilà, quand on a passé la quarantaine et qu'on se lance, il faut être clair par rapport à soi-même sur quelle est cette notion de réussite, et ça nous permettra justement d'être mieux armés pour faire face, comme tu disais, aux critiques de notre travail et les difficultés qu'on peut rencontrer. Oui, justement. Alors, parlons-en des difficultés. Moi, la première chose que je vois, c'est que, comme toute pratique, il faut du temps, et c'est long de maîtriser toutes les techniques. Il faut vraiment être patient, parce que ça ne se fait pas comme ça, quoi. Moi, je le vois avec mes stagiaires. Là, j'ai eu une série de stages, c'était travailler en série. La première session de stage, elles se sont toutes précipitées. Elles voulaient terminer leur toile dans la journée, quoi. Et je leur ai dit non. Le but, c'est vraiment d'apprendre à être patient, à construire les couches comme ça au fur et à mesure. Et voilà. Et donc, il a fallu vraiment que je les freine et que je leur dise non, il faut prendre le temps, quoi. Et donc ça, c'est vraiment un élément important, et c'est un élément frustrant, parce que quand on débute, on a envie d'y arriver, on voit ce que font les autres, on a envie d'obtenir d'aussi beaux résultats, aussi aboutis, et c'est pas facile, et ça se fait pas en 5 minutes, et donc ça, c'est vraiment quelque chose, il faut le savoir, quoi. Oui, et sur la notion du temps, ce que je viendrais rajouter en plus, c'est qu'il faut
s'autoriser le temps. C'est ça. Pour créer. Ça, c'est une des difficultés qu'on peut rencontrer parce qu'on a une vie à côté. Hein. On a des enfants, on a un conjoint, on a des obligations, on a de la famille, des amis. Peut-être encore un job à mi-temps ou à plein temps. Voilà, on a plein d'autres responsabilités et on a le téléphone qui sonne. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que ça peut être tous des facteurs qui viennent empiéter sur le temps. Donc il faut se protéger, il faut se créer un... Oui, il faut réussir à trouver ce temps et aussi savoir dire non aux autres. C'est-à-dire voilà, moi, ce temps-là, je le prends pour moi. Je ne souhaite pas être dérangée, sauf bien sûr pour une urgence. Il faut savoir créer ça. Ouais. Ensuite, gros problème aussi, ça peut être la solitude. On l'a abordé un peu tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un métier qui peut être solitaire. Pas forcément, parce qu'on peut aussi être dans une co-création avec d'autres artistes, mais bon, ça se fait pas forcément d'emblée, ça se fait quand on commence à connaître d'autres personnes. Donc ça, la solitude, ça peut être difficile, parce qu'on est tout seul avec soi-même, on regarde sa toile, on se dit est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et puis on supporte pas forcément non plus ce travail en solitaire, surtout si on vient d'un monde différent, si on vient d'un monde de l'entreprise ou d'un monde où on était en équipe, de choses comme ça. Donc là, se retrouver face à sa toile seul, ça peut être aussi une grosse difficulté, mais on peut la contourner en rencontrant d'autres artistes, en rejoignant des groupes qui travaillent ensemble, en allant à des séances de co-création. Je sais que pendant un moment, dans mon atelier à Beaudebian, j'avais fait ce que j'appelais l'atelier ouvert, où là, les artistes pouvaient venir travailler, on travaillait ensemble, chacune sur son sujet, et ça marchait bien, surtout au moment du Covid, où tout était fermé et on ne pouvait plus aller nulle part. Mais voilà, on peut contourner ça aussi, on peut trouver des gens qui aiment la même chose et puis travailler ensemble, et puis se retrouver pour discuter. Enfin, oui, en suivant des formations aussi, et sur les réseaux sociaux, moi je sais que j'ai rencontré énormément d'artistes. Voilà, on envoie un message, on dit j'aime bien ton travail, et puis du coup on échange, et c'est vrai que voilà, c'est une manière aussi. C'est pas une fatalité, la solitude. Non. Surtout aujourd'hui, on a quand même des moyens de la contourner. Après, ce qui est difficile, c'est de devenir visible aussi, si on a vraiment envie d'en faire son métier, de vendre son travail, d'exposer. Devenir visible aujourd'hui, alors on a plein de moyens à sa disposition. Oui. Mais voilà, c'est pas toujours... Déjà, il faut apprendre à maîtriser ses moyens. Hein. Si on veut utiliser Instagram ou YouTube ou Facebook ou tous ces réseaux, il faut savoir un peu comment ça marche. C'est pas toujours facile. Et puis, y a beaucoup de concurrence. Donc, pour être visible là-dessus, il faut quand même fournir du contenu. Il faut quand même partager beaucoup. Oui, alors je dirais qu'effectivement, savoir maîtriser les outils informatiques est important aujourd'hui, mais pas forcément essentiel. Ça dépend à nouveau par rapport à l'objectif qu'on souhaite atteindre. Parce que j'ai aussi rencontré des artistes qui ils ont un métier à côté, à mi-temps par exemple, et qui pratiquent à côté, enfin ils ont une pratique artistique. Et qui se sont fixés de faire uniquement des marchés. Ils vendent que sur des marchés, des salons. Ils ont une page Facebook, ils n'ont pas de site internet. Ils passent pas plus de temps que ça sur les réseaux sociaux. Voilà. Ils s'auto-nourrissent. Ils arrivent à se nourrir de leur... Ils ont fait un choix. Un choix. Donc voilà. Il y a les galeries. Sachant qu'en France, des galeries, il n'y en a pas tant que ça. La plupart... sont concentrés dans la région parisienne, dans le sud de la France et la région Rhône-Alpes. Donc c'est pas évident de trouver des galeries. Et puis elles vont prendre des artistes qui sont déjà un peu reconnus quand même, quoi. Alors il y a ça, et puis elles vont prendre un pourcentage sur les ventes. Il faut savoir qu'elles prennent souvent 50% du prix de vente. Donc ça peut être problématique si on souhaite vivre de son art. Sûr, Après, aujourd'hui, il y a aussi des galeries virtuelles en ligne. Oui. Il y a des artistes qui ont fait le choix d'exposer de cette manière. Pas sûr que ça soit la meilleure manière de se faire connaître ou se démarquer, parce que souvent, ces galeries en ligne, il y a des centaines et des centaines d'artistes qui exposent. Oui, bien sûr. Il y a de tout.
Il y a de tout, de tous les niveaux, toutes les techniques. Donc en fait, on est dans un océan. Oui, c'est ça. Et en fait, il y a toujours cette démarche quand même de trouver son propre public, quoi. Que ce soit virtuellement ou réellement en faisant des salons et des expositions, il y a quand même toujours cette démarche de créer son propre fan club. Oui. Après, on a toujours aussi l'option de louer sa propre galerie pendant une période déterminée. Hein. Mais c'est vrai que, voilà, on parlait de difficultés tout à l'heure, il faut être prêt à l'éventualité qu'il n'y ait aucune vente. Et malheureusement, ça, aujourd'hui, c'est très fréquent. Ouais. Moi, dernièrement, je parlais avec quelques artistes dans mon entourage qui sont très talentueux, qui ont exposé, qui ont investi pas mal d'argent, et au final, ils ont eu pas de vente, c'est ça. Zéro vente. On est dans un contexte aujourd'hui qui est particulier parce que déjà il y a eu toute la période Covid où la culture a été complètement oblitérée, où les artistes n'ont pas pu exposer. Enfin, il y a eu tout ça. Je pense que ça a déconnecté un peu les gens de l'aspect culturel de la vie, en fait. Il y a la crise économique aujourd'hui, hein, on peut pas ne pas la mentionner. Enfin, quand tout augmente de 30%, il y a forcément des choix de budget qui sont faits dans les familles, et qu'est-ce qui saute en premier ? C'est tout ce qui est non indispensable, hein, donc la culture, les tableaux, les choses comme ça disparaît. Et puis... puis après, il y a par rapport au prix aussi, je veux dire... quand on devient artiste, qu'on expose, qu'on met en vente nos œuvres, on doit décider quel prix on va afficher. Donc on doit s'inscrire sur un marché, on doit voir par rapport à notre expérience qu'on propose, voilà, on doit aligner nos prix. Mais ce qui arrive, c'est que au-delà du fait que les gens aujourd'hui n'aient peut-être pas les moyens d'acheter, ils ont aussi une incompréhension par rapport au travail qui est impliqué dans une œuvre. Et si on vend des œuvres encadrées, par exemple, il y a le prix du cadre, il y a le prix des systèmes d'accroche, il y a le temps qu'on a mis pour encadrer l'œuvre. Mais après aussi, le type de support, est-ce que c'est une toile, est-ce que c'est du bois, est-ce que c'est du papier, les prix ne sont pas les mêmes. Sûr, Et après, les matériaux, peinture à l'huile, acrylique, aquarelle, voilà, et tous les outils qu'on utilise, enfin, il y a un coût qui est relativement important aujourd'hui. Le matériel d'art est très cher, très coûteux. Et je pense que la plupart des gens ne sont pas conscients de ça. Et donc, quand ils voient des prix, moi je le vois bien. J'ai fait quelques salons récemment et je vois ce qui passe. C'est des petites choses à petit budget. On va dire 15, 20 euros, 25 euros, maxi 30. Alors que on ne peut pas vendre une toile 40 euros. Enfin, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Donc, et ça, c'est aussi un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'on est un peu entre deux mondes, c'est-à-dire une conception de l'artiste un peu ancienne et dépassée, parce qu'on vit dans un autre monde aujourd'hui. Et on est dans un monde où ça va vite, où les gens veulent du changement, veulent des choses très accessibles. Et l'art tel qu'on le pratique, c'est quelque chose qui demande du temps, c'est quelque chose qui est dans la subtilité. Et quand on est face à des gens qui sont pressés, qui veulent des trucs là comme ça tout de suite, ça rentre pas là-dedans, quoi. Non, donc là, et c'est là que c'est vraiment difficile, c'est-à-dire qu'on est dans une époque qui est différente. Il faut s'adapter à cette époque, et c'est pas évident parce qu'on raisonne encore sur des vieux schémas. Oui, et pour rebondir sur ça, je dirais même aujourd'hui on est en concurrence non seulement avec les autres artistes, mais aussi avec toutes ces fameuses toiles qu'on retrouve dans les grands magasins de décoration. Ce sont produites en Chine ou je ne sais où. C'est des toiles imprimées. Et c'est vrai que pour la facilité et pour le prix, les gens vont plutôt s'orienter sur ce genre de choses qui peuvent remplacer. Ils ne vont pas avoir d'état d'âme à le remplacer dans 3 mois quand ils en ont eu marre. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour ceux qui aujourd'hui favorisent ce genre d'objets, je les invite à mettre une vraie peinture chez eux. Et je pense que énergétiquement, en tous les cas, quand on regarde, je suis obligée de le dire, parce que c'est vrai que quand on regarde une vraie peinture, quand on passe du temps avec une peinture, on a l'impression qu'elle évolue dans le temps, on a l'impression que notre regard sur cette peinture évolue dans le temps. C'est comme quelque chose de vivant qui est dans la maison. Lorsqu'on achète une toile imprimée ou même une affiche, donc tout ce qui est imprimé,
n'a pas cette énergie, n'a pas ce manque de vie, elle ne va pas évoluer. C'est vrai qu'on va s'enlacer. Alors qu'une peinture, je ne dis pas qu'on ne peut pas s'enlacer, ça peut arriver, mais c'est moins fréquent. Donc on a essayé de vous présenter les différentes facettes de ce sujet, devenir artiste après 40 ans, mais on n'a pas vraiment abordé cette question de l'âge en fait. Est-ce que c'est un avantage ou est-ce que c'est un inconvénient, Sabina ? Ah, c'est la grande question. Alors je ne suis pas sûre de pouvoir donner une réponse juste ou exhaustive. Je peux que parler d'expérience. C'est ça, ouais. Voilà. Et je peux dire que devenir artiste après 40 ans, dans mon cas c'est plus vers la cinquantaine, c'est quelque chose qui permet de répondre à des besoins fondamentaux quand on arrive dans ces âges-là. Ça peut permettre de répondre à des questions qu'on porte en soi depuis longtemps. Est-ce que c'est un avantage d'être plus âgé ? Alors à nouveau, il y a cette question de réussite, on ne peut pas dissocier les deux. C'est-à-dire que si on veut devenir un artiste connu, reconnu, gagner sa vie en tant qu'artiste, il est évident, aujourd'hui il faut voir la réalité en face, il est évident qu'en France aujourd'hui, se lancer dans une nouvelle carrière, que ce soit artiste ou autre, après 40 ans, c'est pas facile. Voire c'est extrêmement difficile. Voilà, c'est pas facile et c'est semé d'obstacles et une résistance par rapport à la société, regarde la société sur nous. Donc, toi qui as vécu aux États-Unis, tu penses que c'est quelque chose qui est plus facile à faire aux États-Unis par exemple ? Oui, absolument. D'ailleurs, ça c'est mon grand combat parce que j'ai vécu longtemps aux États-Unis et c'est vrai que depuis que je suis revenue en Europe, je me rends compte qu'en Europe, on doit suivre un certain parcours. On doit avoir les diplômes de certaines écoles. Il faut avoir fait un certain parcours pour vraiment réussir. On a du mal à se réinventer en France. Oui, et en France aussi, arrivé à un certain âge, on est considéré trop vieux. Mais pour moi, cet âge-là, souvent, c'est 35, 40 ans, voilà, on est considéré trop vieux pour redémarrer quelque chose. Alors qu'aux États-Unis, à tout âge, il y a un peu cet optimisme. On se dit, du moment qu'on se donne les moyens, qu'on travaille dur, qu'on a la volonté, la société nous donne les moyens de réussir. Il y a cette possibilité. Et en France, malheureusement, il n'y a pas ça. Non, c'est vrai que c'est compliqué. Et comme tu as parlé de la cinquantaine, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à la ménopause. Et c'est ça, et c'est pareil, c'est la même conception. C'est-à-dire ménopause, on voit une espèce de pause, de fin. C'est la fin de quelque chose. Oui. Au Japon, je ne pourrais pas te dire le titre, le nom qui est utilisé, mais ça veut dire en quelque sorte nouveau printemps. Ça veut dire début d'autre chose. Ouais. Et c'est vrai que là-dessus aussi, il faudrait pouvoir changer un peu notre vision des choses, notre mentalité, et voir quelque chose qu'on entame un peu plus tard dans la vie comme un nouveau commencement, un nouveau printemps, et pas comme une erreur de parcours ou quelque chose qu'on fait par défaut ou parce qu'on n'a pas pu faire autrement. Et c'est vrai que ça permettrait aussi d'envisager plus sereinement le changement de vie en fin de compte. Ouais. Et moi je pense que le fait de commencer plus tard, effectivement ça prive de certaines choses, on l'a dit, d'une formation, de réseau, de choses comme ça, mais on a aussi plus d'expérience, et cette expérience-là on peut la mettre à profit dans cette nouvelle activité qu'on entame. Et donc s'il y a un avantage à commencer tard, ça peut être là en fin de compte, dans l'expérience qu'on a dans les relations humaines. On va peut-être être beaucoup plus timide quand on a 20 ans ou 25 ans qu'on ne va l'être à 40 ans. On va peut-être envisager la difficulté avec beaucoup plus de recul. On va être beaucoup plus patient. Enfin, il y a des choses quand même qui sont apportées par l'âge et qu'on ne peut pas avoir à 25 ans. Ça sera notre mot de fin. Mais avant de se quitter, on va peut-être parler de ce qu'on a fait d'intéressant
ces derniers jours. Alors moi j'avais envie de te parler de quelque chose que j'ai fait, qui rentre pas vraiment dans le cadre de la peinture, mais moi j'aime bien faire des choses un peu à côté de temps en temps. Et j'ai fait un stage d'initiation au conte en fait, pour les gens qui veulent devenir conteurs. Et je l'ai fait parce que je me suis dit ça va m'ouvrir d'autres portes. Et effectivement, le conte, c'est vraiment quelque chose qui ouvre une porte sur l'imaginaire, sur l'enchantement, sur la magie. Et je trouve que nos vies manquent de ça aujourd'hui. Et donc, j'ai fait ça et ça m'a vraiment sorti un peu de mes schémas habituels. Et je me suis dit, oui, il faut vraiment que je fasse un effort pour remettre ça dans ma vie, peut-être dans ma peinture, et c'est vrai que j'ai envie d'aller vers une peinture plus joyeuse, plus colorée, enfin elle était déjà pas mal colorée, mais elle risque de l'être encore plus, mais voilà, je pense que là, aujourd'hui, tu vois, on parlait de tout le côté négatif de la société aujourd'hui, on a besoin, et je pense que là, les artistes peuvent vraiment faire quelque chose, c'est-à-dire remettre de la joie, remettre ce côté enfantin, joueur dans leur travail, créer des univers oniriques. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc voilà, c'était mon expérience récente. Et toi ? Oui, bah c'est marrant parce qu'en fait, je vais te rejoindre là-dessus. Je suis d'accord avec toi qu'il faut on a une part de responsabilité justement remettre de la joie. Et pour ma part, ce week-end, je suis allée au salon du printemps des créateurs et artisans à la salle Cap Caval qui se trouve à Pinmar. Et j'ai eu le grand plaisir de rencontrer 2 artistes qui justement travaillent dans cette direction-là. D'accord, elles créent des choses avec un peu naïves, mais très, très joyeuses, très belles. Et puis quand elles parlent de ce qu'elles font, leurs yeux pétillent et on sent qu'elles sont vraiment passionnées par ce qu'elles font. Donc, elles n'ont pas de site internet, mais je vais quand même citer leur nom parce que je trouve vraiment génial ce qu'elles font. Et donc, la première s'appelle Léa Ubertini. Elle fait des illustrations magnifiques. Elle expose à Locronan de manière permanente dans une boutique avec d'autres créateurs. Et j'ai rencontré aussi Cyril Richaud. Alors elle, on peut la trouver sur Facebook sur le nom Les Viocards, donc les espace VIOC apostrophe art. Et les deux, voilà, font des choses très, très sympas, très ludiques, très originales et ça donne le sourire. D'accord. Est-ce que ça te donne envie, toi, d'aller dans ta peinture vers quelque chose comme ça ? Oui, alors je le fais des fois. D'accord. Oui, je le fais des fois. Récemment, j'ai vendu une peinture justement qui était comme ça. Et c'est vrai qu'en la créant, j'ai ressenti beaucoup de joie. La personne qui l'a achetée rigolait quand elle a vu la peinture. Donc voilà, ça c'est vraiment... Oui, c'est quelque chose qu'il faudra explorer. Ça se transmet en fait. Mm-hmm. Ça se transmet. Ouais. Bon, je crois qu'on a... On fait a fait le tour du sujet, sans doute pas de manière exhaustive, parce qu'il y a toujours beaucoup à dire, et puis on est peut-être un peu limité par notre propre expérience. Donc, si vous avez envie de réagir à ce qu'on a dit aujourd'hui, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast, vous pouvez laisser des commentaires, c'est toujours agréable, et puis c'est utile aussi, parce que ça nous permet d'être plus visibles. Parlez-en autour de vous, partagez. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, je crois que c'est bon. Bon, alors là, on a vraiment fait le tour. Voilà. Merci à vous et rendez-vous dans 15 jours. À bientôt. À bientôt. Au revoir.